En 14 minutes, un monologue télévisé a transformé la moquerie en choc boursier de 480 milliards de dollars. Ce qui s'est produit ensuite montre comment les marchés sanctionnent le théâtre politique lorsqu'ils menacent une véritable architecture économique. L'image en est une que les historiens de la finance étudieront pendant la prochaine génération. Une seule image télévisée captée à 14h47, un jeudi après-midi dans l'East Room de la Maison-Blanche, où le président Donald Trump se tenait derrière un podium encadré par 12 drapeaux américains, regardait directement le flux de diffusion en direct et livrait un monologue de 14 minutes consacré à un seul thème, l'insignifiance économique du Canada. Apparemment, dans le manuel de communication de Donald Trump. Insulter un partenaire commercial compte comme une stratégie économique. Pourvu qu'il y ait assez de drapeaux derrière le podium, le président n'a pas trébuché, il ne s'est pas écarté du texte préparé sur le téléprompteur. Il a ri à 3 reprises en prononçant des remarques qui comprenaient l'affirmation selon laquelle le Canada était, selon ses mots, un pays survivant grâce à la charité américaine, un État-providence à saveur d'érable, et une économie qui s'effondrerait en moins de 6 mois si les États-Unis cessaient d'acheter son bois d'œuvre. La blague a été livrée comme une réplique de campagne, la facture est arrivée comme un effondrement des marchés. Le Dow Jones Industrial Average se négociait à 47 847 lorsque le président a commencé à parler à 14h42. Au moment où il a conclu ses remarques à 14h56, l'indice avait déjà reculé de 412 points. À la cloche de clôture, à Moesauhat, la baisse avait atteint 1847 points. Lorsque les marchés asiatiques ont ouvert à 20 et un H, heure de l'Est, le recul cumulé sur 2 séances des principaux indices américains, mesuré en capitalisation boursière effacée dans les sociétés américaines cotées ayant une exposition importante au Canada, avait atteint 480 milliards de dollars. Il n'y avait eu aucune hausse de tarifs douaniers, aucune annonce de sanctions, aucune rupture diplomatique, seulement 14 minutes de moquerie diffusée en direct devant une audience estimée à 47 millions de téléspectateurs. Suivi d'une réaction des marchés que le Wall Street Journal a décrite dans son analyse de une le lendemain matin, comme l'événement de réévaluation provoqué par la moquerie le plus rapide de l'histoire des marchés financiers américains. Aucune politique n'a été signée, aucun tarif douanier n'a été relevé, et pourtant le marché a tout de même trouvé le moyen d'évaluer la performance de conférences de presse. La réponse de Mark Carney devant le Parlement a réduit tout l'épisode à 8 mots qui ont depuis été cités sur toutes les salles de marché de Wall Street. Nous ne répondons pas aux insultes. Les marchés le font. On tough. L'ampleur de ce que le président avait menacé de balayer du revers de la main et l'ampleur de ce que les marchés ont réellement réévalué doivent être examinées dans toutes leurs dimensions avant que la cascade elle-même puisse devenir compréhensible. La relation économique entre les États-Unis et le Canada représente le plus grand flux commercial bilatéral de la planète en dehors de la relation États-Unis-Chine, évalué à 923 milliards de dollars en échange annuel de biens et de services, et structuré autour de 60 et 11 architectures distinctes d'intégration sectorielle qui ont été construites, élargies et optimisées sur 6 décennies. Les intrants provenant du Canada représentent environ 17% du total des biens intermédiaires consommés par l'industrie manufacturière américaine. Cette part grimpant à 34% dans le secteur automobile, à 40%, et 1% dans le secteur pétrochimique, et à 84% dans le secteur de l'électricité desservant la bande nord des États américains. Les sociétés américaines cotées ayant une exposition importante au Canada, définies comme les entreprises tirant plus de 5% de leurs revenus, de leurs intrants de chaîne d'approvisionnement ou de leur capacité opérationnelle de sources canadiennes, sont au nombre de 487 dans les principaux indices américains et représentent une capitalisation boursière combinée d'environ 7 billions de dollars. Pendant les 18 mois précédents de tensions bilatérales, ces entreprises s'étaient négociées avec ce que Goldman Sachs avait décrit dans une note de recherche de mars comme une décote liée à la relation canadienne.
d'environ 8% sous leur valorisation fondamentale, reflétant l'incertitude des marchés quant à la durabilité de l'architecture commerciale continentale intégrée. Les remarques du président dans l'East Room, livrées sans coordination préalable avec le département du Trésor, le Conseil économique national, le département du commerce ou le Council of Economic Advisors, représentaient l'attaque rhétorique la plus directe contre l'économie canadienne jamais prononcée par un chef d'État américain en exercice. Pour une équipe qui se présente souvent comme tournée vers les affaires, éviter les gens qui comprennent les affaires avant d'attaquer une relation de 923 milliards de dollars relevait d'une forme remarquable de confiance. L'équipe de communication d'administration, selon 2 hauts responsables informés de la planification, avait prévu que ces remarques généreraient une couverture politique favorable à la base nationale du président et exerceraient ce qu'une note interne décrivait comme une pression réputationnelle sur la posture de négociation canadienne. La note, selon 3 personnes au fait de sa rédaction, ne contenait pas une seule phrase analysant la réaction potentielle des marchés parmi les 487 entreprises américaines dont les valorisations étaient ancrées dans l'architecture commerciale intégrée que le président s'apprêtait à ridiculiser publiquement. La note avait de la place pour le théâtre politique, mais pas pour les entreprises qui se trouvaient sous le rideau en train de tomber. Cette omission allait devenir l'erreur analytique la plus lourde de conséquences dans l'histoire moderne des communications économiques américaines. Ce qui s'est déroulé dans les 90 minutes suivant les remarques du président a été reconstitué à partir de témoignages fournis par 4 hauts gestionnaires de portefeuille, de grands investisseurs institutionnels, 3 superviseurs de salles de marché dans des banques négociantes principales, et une enquête de Bloomberg ayant examiné le volume de transactions et les flux d'ordre dans les secteurs concernés pendant la séance de l'après-midi. La première vague significative de réévaluation a commencé à 14h51, 9 minutes après le début des remarques du président, lorsque les systèmes de négociation algorithmique de 3 grands fonds quantitatifs ont déclenché simultanément des protocoles de réduction d'exposition sur des portefeuilles contenant des positions dans l'automobile, l'énergie et les biens de consommation de base avec une concentration de revenus canadiens supérieure à 15%. La condition de déclenchement qui a activé les protocoles n'était pas le contenu des remarques du président, c'était leur durée. Les modèles de risque quantitatifs maintenus par les entreprises concernées avaient été configurés au cours des 14 mois précédents pour interpréter une rhétorique présidentielle soutenue sur les relations commerciales bilatérales comme un indicateur avancé d'une possible escalade de la politique commerciale. Le seuil d'activation des protocoles avait été fixé à 7 minutes de concentration rhétorique, continue sur un seul partenaire commercial. Les remarques du président ont franchi ce seuil à 14h49 et se sont poursuivies pendant 7 minutes supplémentaires par la suite. Même les algorithmes semblaient comprendre que lorsque le monologue de style rassemblement se prolonge, le portefeuille devrait commencer à sortir à 14h58, 2 minutes après la conclusion des remarques du président. Environ 74 milliards de dollars d'ordres de vente algorithmiques avaient été mis en file dans les secteurs touchés. Les gestionnaires de portefeuilles discrétionnaires humains chez les grands investisseurs institutionnels ont commencé à réagir à 15h04 lorsqu'une directrice générale principale d'une société de gestion d'actifs de 4 billions de dollars a fait circuler une note interne à son équipe, note qui a depuis été publiée en partie par le Financial Times. La note comptait 4 phrases. Elle décrivait les remarques du président comme un signal crédible d'escalade du risque commercial bilatéral. Elle recommandait une réduction initiale de 14% des positions exposées au Canada. Elle demandait à son équipe d'attendre une coordination supplémentaire avant d'étendre la réduction et se concluait par une seule observation qui a depuis été citée sur toutes les salles de marché de la rue. Ce n'est pas une mesure de représailles que nous évaluons, c'est l'imprévisibilité. Makes a stall. La cascade s'est accélérée pendant le reste de la séance de négociation. Les baisses sectorielles avaient atteint 4, 7% dans les titres automobiles, 2% dans les produits pétrochimiques et 8% dans les banques régionales ayant une exposition concentrée aux États de la bande Nord.
Amway Sauhat, à la cloche de clôture, les principaux indices avaient reculé de 8% cumulativement sur la séance. Les échanges après la clôture, qui se sont prolongés jusqu'à 20 H ce soir-là, ont ajouté un 4% supplémentaire à la baisse, alors que les investisseurs institutionnels disposant d'une autorisation d'exécution de nuit ont prolongé leur réduction de position. Lorsque les marchés asiatiques ont ouvert à 20 et un H, heure de l'Est, la capitalisation boursière cumulée effacée parmi les entreprises américaines ayant une exposition importante au Canada avait atteint 312 milliards de dollars. La séance de Tokyo a ajouté 94 milliards de dollars supplémentaires à la perte, alors que les investisseurs institutionnels japonais réévaluaient leurs avoirs en actions américaines face à la perception d'une hausse de l'imprévisibilité commerciale américaine. La séance de Londres, ouverte à 3 H, heure de l'Est, vendredi matin, a ajouté 74 milliards de dollars de plus, les investisseurs européens reprenant la même évaluation. Lorsque les marchés américains ont rouvert à 9 H30 le vendredi matin, l'événement de réévaluation cumulée avait atteint 480 milliards de dollars. Ce chiffre représentait la plus grande baisse de capitalisation boursière sur 2 séances, provoquée par un seul événement politique en l'absence de tout changement de politique sous-jacent dans l'histoire documentée des marchés financiers américains. Voici le détail qui rend ce moment fondamentalement différent de toutes les réactions précédentes des marchés à la rhétorique présidentielle dans l'ère moderne. Le président n'avait annoncé aucune nouvelle politique, il n'avait imposé aucun nouveau tarif douanier, il n'avait autorisé aucune nouvelle sanction, il n'avait signé aucun décret présidentiel, il s'était simplement moqué à la télévision en direct des fondations économiques d'un partenaire commercial avec lequel l'architecture commerciale américaine intégrée fonctionnait depuis 6 décennies. Ce fut un rare moment de politique où rien ne s'est produit sur papier et où tout s'est produit dans les bilans. La réaction des marchés n'était pas une réaction à une politique, c'était une réaction au langage. Et ce langage avait été interprété par la communauté des investisseurs institutionnels comme un signal que l'architecture commerciale sous-jacente ne pouvait pas être considérée comme stable sous la gestion de l'administration actuelle. L'interprétation n'était pas partisane, elle n'était pas idéologique, elle était opérationnelle. Les gestionnaires de portefeuille ne réduisent pas leur exposition aux relations commerciales continentales intégrées en fonction de préférences politiques, ils réduisent leur exposition lorsque la stabilité perçue de ces relations tombe sous le seuil nécessaire pour justifier l'allocation de capital. Les remarques du président avaient, en 14 minutes, fait passer cette perception sous le seuil pour environ 487 entreprises américaines, représentant 7 billions de dollars de capitalisation boursière combinée. Le mécanisme n'était pas la représaille, le mécanisme était la réévaluation, et cette réévaluation avait effacé 480 milliards de dollars de valeur pour les actionnaires avant même que l'équipe de communication du président ait terminé sa stratégie médiatique prévue. Après les remarques, le plan de communication cherchait encore les applaudissements pendant que le marché avait déjà trouvé la sortie. La réaction de l'administration face à la réaction en cours des marchés, selon 4 responsables au fait des délibérations internes, a d'abord été le rejet. Le président lui-même, informé de la baisse de l'après-midi vers 16 H30, aurait qualifié le mouvement de fluctuation temporaire provoqué par ce qu'il décrivait comme des élites financières opposées à son programme commercial. Le secrétaire au Trésor, contacté par le président de la Réserve fédérale de New York, à 17 H14, a refusé de publier une déclaration de stabilisation au motif que cela reviendrait à reconnaître la sensibilité des marchés à la communication présidentielle. Autrement dit, admettre que le micro y bougeait les marchés semblait apparemment plus effrayant que de regarder les marchés continuer à bouger. Le Conseil économique national a convoqué une séance d'urgence à 18 H qui n'a produit aucun élément de langage convenu à distribuer aux médias financiers. Lorsque la séance asiatique a ouvert à 20 et 1 H,
L'administration n'avait toujours pas publié une seule déclaration officielle abordant l'événement de réévaluation en cours. Le silence, selon 3 anciens hauts responsables du Trésor interrogés par le Wall Street Journal, était en lui-même le signal le plus significatif transmis à la communauté des investisseurs institutionnels pendant tout l'épisode. L'interprétation parmi les gestionnaires de portefeuille, communiquée par des commentaires de salles de marché qui ont depuis été compilés par Bloomberg, était uniforme. L'administration ne comprenait pas ce qui venait de se produire, et une administration qui ne comprenait pas un événement de réévaluation de 480 milliards de dollars était une administration dont on pouvait s'attendre à ce qu'elle produise d'autres événements semblables au moyen de communication improvisée supplémentaires. La prime de risque sur les relations commerciales américaines a donc été révisée à la hausse dans l'ensemble de la communauté des investisseurs institutionnels en une seule fenêtre de négociation de 18 heures. L'analyse de Warren Buffett sur l'événement de réévaluation, lors d'une entrevue à CNBC diffusée le lundi matin suivant, est depuis devenue une lecture obligatoire dans tous les programmes de communication financière du pays. En 74 ans d'observation de la manière dont les marchés évaluent réellement le risque politique, il avait appris un principe que l'administration américaine n'avait apparemment pas réussi à intégrer. Ce principe était que les marchés n'évaluent pas ce que les dirigeants politiques disent, les marchés évaluent ce que les dirigeants politiques révèlent. Le principe s'appliquait avec une précision brutale. Les remarques du président dans l'East Room n'avaient pas révélé une nouvelle orientation politique, elles n'avaient pas révélé un nouveau régime de sanctions. Elles n'avaient pas révélé un nouveau barème tarifaire, elles avaient révélé quelque chose de plus lourd de conséquences que tout cela. Elles avaient révélé le modèle de fonctionnement de l'administration dans ses propres relations commerciales bilatérales. Un slogan peut être répété devant les caméras. Un modèle de fonctionnement se révèle lorsque les caméras restent allumées trop longtemps. Le modèle, tel que révélé par 14 minutes de moquerie improvisée, était que le plus grand partenaire commercial bilatéral des États-Unis pouvait être ridiculisé publiquement par le président en exercice sans consultation préalable avec les membres du cabinet responsables de gérer la relation, sans coordination avec les agences financières responsables de maintenir la stabilité des marchés, et sans considération pour la communauté des investisseurs institutionnels dont les décisions d'allocation de capital dépendaient de la stabilité perçue de cette relation. La révélation ne portait pas sur le Canada, la révélation portait sur l'architecture de prise de décision dans l'administration actuelle, et la réaction des marchés n'avait pas été un vote contre les préférences politiques du président, elle avait été un vote contre la fiabilité perçue de l'architecture de prise de décision elle-même. La conclusion a été saisie dans une seule phrase qui a depuis été imprimée en une de toutes les grandes publications économiques d'Amérique du Nord. La moquerie est gratuite pour celui qui parle et coûteuse pour l'actionnaire. Et les actionnaires viennent d'apprendre qui paie. L'élément le plus lourd de conséquences de l'événement de réévaluation était son irréversibilité. Un tarif douanier pouvait être retiré, une sanction pouvait être levée, un décret présidentiel pouvait être annulé, mais la communauté des investisseurs institutionnels avait désormais intégré dans ses modèles d'allocation de capital un cas documenté d'un événement de réévaluation de 480 milliards de dollars, provoqué par 14 minutes de moquerie présidentielle. Ce point de données ne pouvait pas être désintégré. La conférence de presse s'est terminée en quelques minutes. Le modèle de risque s'en est souvenu de façon permanente. Chaque future décision d'allocation de capital impliquant des entreprises américaines ayant une exposition commerciale bilatérale intégrerait désormais la capacité démontrée de l'administration à générer des événements réévaluation similaires par des communications improvisées. La prime de risque sur l'intégration commerciale américaine avait été durablement relevée et cette hausse avait été documentée dans la réaction des marchés elles-mêmes. La cascade à travers les capitales alliés et la politique intérieure américaine s'est prolongée tout au long de la fin de semaine. Et pendant la semaine de négociation suivante, sans ralentissement significatif, le dollar canadien s'est apprécié de 3, 4% par rapport au dollar américain sur une fenêtre de 86 heures, soit sa plus forte appréciation soutenue en plus d'une décennie. La bourse de Toronto a progressé de 4%.
les banques et les entreprises énergétiques canadiennes enregistrant des gains particuliers, alors que les investisseurs institutionnels réallouaient du capital depuis les entreprises américaines fortement exposées au Canada vers les entreprises canadiennes, opérant de l'autre côté de la même architecture commerciale intégrée. Le peso mexicain s'est apprécié de 8% face au dollar, alors que les investisseurs institutionnels étendaient leur réévaluation de la fiabilité commerciale nord-américaine à la relation continentale plus large. La Banque du Canada, dans un rapport trimestriel de politique monétaire publié le mercredi suivant, a inclus une seule phrase dans sa discussion de